Dans les entrailles de la terre où la lumière n'entre plus, l'autre monde des contes vous présente la bête dans la caverne, une des toutes premières histoires nées de l'esprit de Lovecraft. Avant les grands anciens, avant les cités mortes, il y eut une caverne sans fin, une présence invisible. Et c'est là que l'horreur a pris forme, dans ce noir absolu. L'horrible conclusion qui s'était péniblement frayé un chemin dans mon esprit réticent et confus venait de se muer en une abominable certitude. J'étais perdu, complètement et irrémédiablement perdu dans les vastes entrelacs labyrinthiques de la caverne du mammouth. J'avais beau me tourner et me retourner dans tous les sens, ma vision passablement éprouvée ne me permettait pas de distinguer le moindre signe susceptible de me guider vers la sortie. Ma raison m'interdisait de continuer de me bercer d'illusions. Plus jamais je ne pourrais contempler la lumière bénie du jour ou admirer les douces collines et vallées participant de la beauté du monde. Il n'y avait plus d'espoir. Et pourtant, en bon élève ayant passé toute sa vie à étudier la philosophie, je n'étais pas peu fier de la manière dont je parvenais à garder mon calme. J'avais souvent lu que les victimes de ce genre d'incidents cédaient souvent à la panique, mais ce n'était pas mon cas. Je n'éprouvais qu'un grand calme qui m'envahit dès que je compris que je m'étais perdu. J'avais beau me dire que je m'étais peut-être aventuré au-delà du périmètre des premières recherches, cela ne suffit pas à me faire perdre mon sang-froid. Si je devais mourir, me disais-je, alors cette effrayante mais magnifique caverne constituerait une sépulture tout aussi accueillante que n'importe quel cimetière. Une perspective que je trouvais plus réconfortante qu'inquiétante. J'étais condamné à mourir de faim, cela ne faisait aucun doute. En de telles circonstances, certaines personnes sombraient dans la folie. J'avais pourtant la conviction que tel ne serait pas mon sort. Mon malheur n'était imputable qu'à moi-même, puisque je m'étais éloigné, à l'insu de notre guide, du parcours habituel que suivait notre groupe de touristes. Après avoir erré plus d'1 heure dans les passages de la grotte interdite au public, je m'étais retrouvé dans l'incapacité de refaire à l'envers le chemin tortueux que j'avais suivi après avoir quitté mes compagnons. Ma torche commençait déjà à montrer des signes de faiblesse. Je n'allais pas tarder à être englouti par les ténèbres, si denses qu'elles en étaient presque solides des entrailles de la terre. Alors que je me tenais dans la pâle lumière tremblotante, je me pris à imaginer les circonstances exactes de mon futur trépas. Je me rappelais ces histoires relatives à une colonie de tuberculeux qui s'était installée dans cette grotte gigantesque pour se refaire une santé grâce à la prétendue salubrité de l'atmosphère de ce monde souterrain, avec son air pur, son calme et sa température constante et uniforme. La colonie avait fini par mourir dans des circonstances aussi effroyables qu'étranges. J'étais passé en compagnie des autres touristes devant les tristes vestiges de leur masure de briques et de brocs. Je m'étais alors demandé quelles affreuses séquelles pouvaient laisser sur une personne aussi saine et vigoureuse que moi un séjour prolongé dans cette immense caverne silencieuse. Je n'allais pas tarder à le savoir, songeais-je lugubrement, conscient de l'occasion qui m'était offerte. Sauf si, bien sûr, je mourrais de faim avant. Comme les derniers maigres rayons de ma torche s'évanouissaient dans l'obscurité, je décidai de tenter le tout pour le tout. Bien décidé de sortir de là, je criai à plein poumon, poussant une série de hurlements suraigus dans le vain espoir que mes vociférations attireraient l'attention du guide. Mais alors même que je poussais mes cris, j'avais l'intime conviction que ceci ne servirait à rien et que ma voix, amplifiée et répercutée par les innombrables parois du labyrinthe noir qui me cernait, ne tomberait dans nulle autre oreille que les miennes. Puis soudain, je sursautais, tous mes sens à l'affût. Il m'avait semblé entendre des bruits de pas étouffés sur le sol rocailleux de la caverne. L'heure de ma délivrance venait-elle de sonner ? M'étais-je imaginé pour rien tous ces hypothétiques supplices ? Le guide s'était-il lancé à ma recherche dans ce labyrinthe de calcaire après avoir remarqué que j'avais quitté le groupe sans avoir prévenu personne ?
Alors que je me posais ces diverses questions, le cœur battant à tout rompre, je m'apprêtais à crier de nouveau dans l'espoir de hâter mon sauvetage, lorsque ma joie se mua brusquement en horreur. En effet, mon ouïe, déjà extraordinairement fine et rendue plus sensible encore par le silence absolu qui régnait dans la grotte, apprit à mes sens engourdis et, pour ma plus grande terreur, que, contrairement à ce que j'espérais, ces pas n'étaient point ceux d'un être humain. Dans le silence surnaturel de cette région souterraine, les bottes du guide auraient dû produire un bruit semblable à une série de petits claquements secs et distincts. Les bruits que j'entendais étaient feutrés et furtifs. D'ailleurs, en tendant bien l'oreille, il me semblait parfois entendre un quadrupède et non un bipède. J'étais désormais convaincu que mes cris avaient réveillé puis attiré une bête sauvage. Sans doute un lion des montagnes qui se serait lui aussi retrouvé pris au piège dans la grotte. Peut-être, me dis-je, le Tout-Puissant avait-il choisi de m'accorder une fin plus rapide et plus miséricordieuse que la mort par inanition. Pourtant, l'instinct de conservation, qui n'est jamais totalement endormi, souleva ma poitrine. Même si échapper à ce péril imminent signifiait une mort horrible et lente, je n'en décidais pas moins de vendre ma peau le plus chèrement possible. Aussi étrange que cela puisse paraître, les intentions que je prêtais à ce visiteur étaient systématiquement hostiles. Je demeurais aussi silencieux que possible dans l'espoir que, faute de bruit pour l'attirer vers moi, la mystérieuse bête ne saurait plus où aller et poursuivrait sa route. Mais cet espoir fut vite déçu. Les étranges bruits de pas continuèrent d'approcher comme si de rien n'était. Manifestement, l'animal m'avait flairé. Dans une atmosphère aussi confinée que celle de la caverne, mon odeur devait certainement se sentir de très loin. Pressentant que j'allais bientôt être attaqué par je ne sais quelle créature impossible à voir dans le noir, je regroupais autour de moi les plus grosses pierres jonchant le sol de la caverne afin de m'en servir d'arme. Muni d'une pierre dans chaque main, j'attendis avec résignation l'attaque inéluctable. Les hideux bruits de pas feutrés s'étaient encore rapprochés. Pas de doute, le comportement de cette créature était des plus singuliers. La plupart du temps, elle semblait se déplacer à quatre pattes, comme un quadrupède, mais avec un manque flagrant de coordination entre ses membres postérieurs et antérieurs. En d'autres occasions, même si moins souvent et seulement brièvement, il me sembla qu'elle se déplaçait sur deux pattes. Je me demandais à quelle espèce d'animal j'avais affaire. Ce doit être, songeai-je, quelque malheureuse bête condamnée à errer pour l'éternité dans les innombrables méandres de cette horrible caverne où la curiosité la poussait à entrer. Sans doute se nourrissait-elle des poissons aveugles, rats et chauves-souris de la grotte, ainsi que de ces poissons apportés par les crues de la Green River, dont les eaux étaient mystérieusement reliées à celles de la caverne. J'occupais cette attente terrifiante en me livrant à de grotesques conjectures sur les transformations que la vie souterraine avait pu engendrer dans la morphologie de la créature, me remémorant l'extrême laideur, à en croire la tradition locale, des tuberculeux retrouvés morts après leur long séjour dans la caverne. Puis je me dis soudain que, même si je réussissais à tuer mon adversaire, je ne pourrais jamais savoir à quoi il ressemblait, puisque ma torche s'était depuis longtemps éteinte et que je n'avais pas la moindre allumette. Les pires idées me passèrent alors par la tête. Mon imagination débridée faisait surgir d'entre les sinistres ténèbres environnantes des formes hideuses et redoutables que je sentais presque venir se frotter contre moi. Les affreux bruits de pas continuaient d'approcher, plus proches, toujours plus proches. Je n'allais pas pouvoir m'empêcher de hurler, mais je savais très bien que, même si je perdais mon sang-froid, ma poitrine ne pourrait rien émettre d'autre qu'un faible cri. J'étais pétrifié, figé sur place. Je me demandais si mon bras droit serait encore capable, le moment venu, de lancer son projectile sur la cible. Le tap-tap régulier des pas était maintenant tout proche, vraiment très proche. Je pouvais entendre l'animal haleter lourdement. Malgré ma terreur, je compris qu'il avait dû parcourir une distance considérable et devait être essoufflé. Soudain, le charme se rompit.
Ma main droite, guidée par mon ouïe infaillible, lança de toutes ses forces son bloc de calcaire acéré en direction du point de l'obscurité d'où émanaient les bruits de pas et de respiration. Qu'il me soit permis de dire ici que mon projectile faillit atteindre son but, car j'entendis la créature bondir en arrière et atterrir 2 ou 3 pas plus loin, où elle sembla s'immobiliser. Ayant rajusté mon tir, je lançai mon second projectile. Cette fois, mon coup fut beaucoup plus efficace, car, pour mon plus grand bonheur, j'entendis la bête tomber à terre, où elle resta allongée sans bouger. En proie à un soulagement intense, je reculai d'un pas pour m'adosser contre la paroi. Je savais que je venais seulement de blesser la créature, car je l'entendais toujours respirer lourdement, de manière saccadée. À vrai dire, je n'avais plus du tout envie de l'examiner. Une sorte de peur irraisonnée, presque superstitieuse, venait de m'envahir. Cette crainte m'empêchait tout autant de m'approcher de la bête que de continuer à lui jeter d'autres pierres pour l'envoyer rejoindre ses ancêtres. À la place, je me dépêchais de courir vers l'endroit d'où j'étais venu, ou du moins vers celui d'où je croyais être venu, étant donné mon état de panique. Soudain, j'entendis un bruit, ou plutôt une succession de bruits réguliers. Un instant plus tard, ils se transformèrent en une série de claquements métalliques aigus. Cette fois, le doute n'était plus permis. C'était le guide. Je criais, hurlais, m'époumonnais et pleurais même de joie en voyant se refléter sur les roches du plafond les faibles reflets lumineux d'une torche venant dans ma direction. Je m'élançai vers la lumière. Avant d'avoir eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait, je me retrouvais étendu de tout mon long au pied du guide, dont j'étreignis les bottes. Bafouillant bêtement, je lui fis, malgré la réserve dont je m'enorgueillis habituellement, le récit décousu de mes malheurs et le submerger sous un flot de remerciements. Au bout d'un certain temps, je finis par recouvrer un semblant d'état normal. Le guide avait remarqué mon absence lorsque le groupe était revenu à l'entrée de la caverne. Mettant à profit son sens inné de l'orientation, il avait entrepris de passer au crible chacune des bifurcations partant de l'endroit où il m'avait parlé pour la dernière fois. Il ne lui avait fallu que 4 petites heures de recherche pour me retrouver. Quand il eut fini de me faire son récit, et comme je reprenais courage grâce à sa présence et à sa torche, je repensais à l'étrange bête que j'avais blessée et qui gisait non loin de là dans l'obscurité. Je proposai donc au guide d'aller voir à quoi ressemblait ma victime. Après quoi, ragaillardi par sa compagnie, je retournai sur mes pas jusqu'au théâtre de mon éprouvant face-à-face. Nous décernâmes alors sur le sol une masse blanche, plus blanche encore que le calcaire scintillant. Avançant prudemment, nous laissâmes échapper de concert une exclamation de surprise. De toutes les créatures monstrueuses qu'il nous avait été donné de voir au cours de notre vie, celle-ci était de loin la plus étrange. Il s'agissait d'un grand singe anthropomorphe, vraisemblablement échappé d'une ménagerie ambulante. À cause certainement d'un long séjour dans l'obscurité de la caverne, il était couvert d'un pelage clairsemé, blanc comme neige. La plus grande partie de son corps était glabre. Seul le sommet de son crâne s'ornait d'une épaisse tignasse, si longue qu'elle lui tombait en cascade sur les épaules. Comme la créature s'était effondrée face contre terre, nous ne pouvions pas distinguer ses traits. L'inclinaison des membres par rapport au reste du corps était des plus singulières et expliquait parfaitement l'usage que la créature en avait, à savoir, ainsi que je l'avais constaté un peu plus tôt, un usage alterné, la bête se déplaçant tantôt sur 4 pattes, tantôt sur 2. Ses doigts et ses orteils arboraient de longues griffes en guise d'ongles. Ses mains ou ses pattes n'étaient pas préhensibles. J'attribuais ce détail à ce long séjour dans la grotte qui lui avait également valu, comme je l'ai déjà dit, la blancheur généralisée et presque surnaturelle qui la caractérisait. La bête ne semblait pas avoir de queue. Sa respiration était désormais très faible. Le guide venait de sortir son pistolet dans l'intention manifeste d'abréger ses souffrances, lorsque la créature émit un bruit si surprenant qu'il en lâcha son arme sans avoir tiré. C'était un bruit difficile à décrire. Il ne ressemblait à aucun des sons produits par les espèces simiesques connues. Peut-être ces accents monstrueux étaient-ils la conséquence d'un mutisme prolongé, période de silence que la soudaine irruption de la lumière dans la grotte
une chose que la bête n'avait certainement pas dû voir depuis son entrée dans ce monde souterrain, avait interrompu. Le son que je pourrais tenter de décrire comme une sorte de grondement sourd continuait faiblement. Soudain, le corps de la bête trembla comme sous l'effet d'un dernier spasme. Ses pattes s'agitèrent convulsivement, ses membres se contractèrent. Dans un ultime soubresaut, le corps blanc roula sur lui-même et nous montra son visage. Pendant un moment, je restais si frappé d'horreur à la vue de ses yeux que je ne remarquais rien d'autre. Ils étaient noirs, d'un profond noir de jais qui contrastait hideusement avec la blancheur de ses poils et de sa peau. Comme chez toutes les créatures troglodytes, les yeux étaient profondément enfoncés dans leurs orbites et totalement dépourvus d'iris. En l'examinant de plus près, je constatai que le visage de la créature était beaucoup moins prognate et nettement plus poilu que celui du singe moyen. Le nez se voyait très distinctement. Alors que nous avions les yeux rivés sur ce spectacle étrange, les grosses lèvres s'entr'ouvrirent pour laisser échapper un gargouillis de son. Après quoi, la mort emporta la chose. Le guide agrippa la manche de mon manteau. Il tremblait si fort que la lumière de sa torche vacilla, projetant d'étranges ombres mouvantes sur les parois alentours. Je demeurai immobile, comme pétrifié, incapable de détacher mon regard horrifié du cadavre étendu à mes pieds. Puis la terreur céda la place à la stupéfaction, à l'admiration, au respect et à la compassion, car les sons émis par la créature qui gisait morte sur le calcaire venaient de nous révéler la prodigieuse vérité. La créature que je venais de tuer, l'étrange bête de cette caverne insondable était, ou avait un jour été, un homme. La bête est morte, mais dans les cavernes, d'autres dangers vous guettent. Soyez toujours prudents. Merci pour votre écoute et à bientôt dans l'autre monde des contes.